je sens. Un grand frère, un modèle, un exemple aussi. Parce que nous sommes tous les deux de Sobey, nous sommes de la même famille, du même village. C'est le sang, comme disent les jeunes. Je suis jeune, donc je peux dire c'est le sang. Et je ferai une présentation rapide de Jean-Baptiste. Né au pays du président poète en 1987, Jean-Baptiste Bokar Diouf, JB pour les intimes, et Koromak surtout pour les plus avisés, est originaire de Mboro. Après des études de lettres modernes, notamment en spécialité littérature africaine, littérature comparée, il continue ses études en France en ingénierie pédagogique. Bon, je vous préviens, je ne vais pas vous saouler avec une biographie beaucoup trop longue et rigide, car cela ne témoignerait pas de qui est véritablement Jean-Baptiste. L'auteur de Djambokoum se distingue par son agilité intellectuelle, par la fluidité de son écriture et par la souplesse de son esprit. Il incarne la sérénité dans le tumulte, l'élégance et l'élégante simplicité qui trahit les grands hommes, et le feu ardent de la droiture, de l'amour du prochain, de la fraternité, que seule la sagesse et la grandeur d'âme peuvent allier. Il m'est difficile de peindre un portrait juste, mais surtout exhaustif de qui est Jean-Baptiste, parce qu'à vrai dire, on se connaît depuis très longtemps. Je ne savais pas qu'il était écrivain. Ce livre a été une très belle surprise pour moi. Et en parcourant ces pages, j'ai encore beaucoup plus découvert qui est Jean-Baptiste. Donc disons que pour connaître Jean-Baptiste, il faut être prêt à aller à l'aventure, je dirais. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail de patience, parce que c'est un homme qui est constant, qui est consistant. Parler de Jean-Baptiste, c'est dire le Sénégalais, c'est dire le Sérère, c'est dire la persévérance, la résilience, l'endurance, l'abnégation et la confiance en soi et en l'avenir. C'est s'émerveiller face au sens de l'hospitalité du pays de la Teranga et des enfants du ciel, face à la sublime harmonie de nos foyers sévères, face aux danses enivrantes et aux chants grandioses de Yann Lekodosel, de Mahendeb et de Simon Sel, Okin Fogo. C'est décliner l'audace littéraire, l'insolence lyrique, l'ambition et le goût de l'aventure romanesque. Parler de Jean-Baptiste, c'est faire l'éloge du langage, louer la puissance du verbe créateur. L'auteur de Djamfogu est né dans une culture de l'oralité. Dans son Sobem natal, le langage est riche, le langage est fécond, le langage est créateur. Cet héritage, Jean-Baptiste l'exprime avec talent, avec sagacité et avec puissance, tout au long de son œuvre littéraire, mais surtout tout au long de sa vie. Étudiant en littérature, JB maîtrise le langage des lettres de belles lettres. Diplômé en ingénierie pédagogique, il parle au quotidien du langage de l'enseignement et de la connaissance. Spécialiste du numérique et du digital, l'homme du jour use du langage informatique. Sa science du langage trouve son apogée dans son œuvre. Pape Sissoko dira par la suite, je ne vais pas lui marcher sur la langue, mais dans Djamfogu, Jean-Baptiste évoque les souvenirs heureux de son village, de son enfance, nous transportant dans les flots de la nostalgie. Langage d'un passé rêvé et d'un avenir espéré. Bravo. Stanislas, tu aurais pu faire la postface la prochaine fois. Alors, prochain livre, postface, Jean-Baptiste, hein, et nous on sera derrière. Hein, Stanislas, dis-moi. Voilà. Alors, je voulais vous dire quelque chose avant. Normalement, c'est comme ça qu'on doit faire dans la tradition et j'ai manqué. Alors, c'est. Je voulais faire un peu de théâtre. Mbaldo. Fait des gammes. Voilà, c'est le bonjour et bonjour. Voilà, je voulais faire une petite scène de théâtre, mais comme on est pris par le temps, je voulais le sortir et vous apprendre comment on dit bonjour. Et lui, quand il va entrer, va répondre bonjour. On est dans la tradition, africaine. Voilà. Alors, il me revient la mission redoutable de présenter cet ouvrage que j'ai lu avec véritablement un grand plaisir, un très très grand plaisir. C'est un ami, un doyen, M. Mbeng, qui est très 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 modeste, avec qui j'échange beaucoup, on partage beaucoup. Il s'occupe de l'aide scolaire au Sénégal, il est à la retraite.
C'est le mari d'une grande philosophe, mais comme ils sont modestes, je ne vais rien dire. Voilà. Qui m'a dit, Pape, il faut suivre ce lien. Je l'ai suivi, je lui dis, bah, je prends la main. Et c'est ainsi que j'ai envoyé un petit message à Jean-Baptiste qui a aussitôt répondu. Je ne cherche rien. Je ne cherche rien. Mais tout ce qui m'intéresse ici, c'est de fédérer les compétences, mutualiser les compétences. Si nous n'aidons pas nos jeunes, qui va les aider? Personne. Je suis Pape Bakary Sissoko, je suis accidentellement philosophe, je suis spécialiste des cultures africaines, je suis conférencier, je suis animateur de café de philosophie et aujourd'hui je suis très content puisqu'à Saint-Louis, quelqu'un que j'ai initié à l'animation des cafés de philosophie va animer aujourd'hui au lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis un atelier de philosophie. Pourquoi? Nos enfants n'ont pas de manuel et je demande aux retraités de se mettre en scène. Voilà. Ils sont retraités à 60 ans. Vous savez que nous, ici, on nous a mis 7 ans de plus, 5 ans de plus, d'accord? Mais eux, c'est des jeunes retraités. Donc, autant descendre sur le terrain et promouvoir le savoir, d'accord? Donc, cet ami m'a donné ce lien et c'est avec grand plaisir que c'est hier que j'ai fini la lecture de cet ouvrage et j'ai même précisé, puisque je suis aussi cartésien, je vais vous dire à quelle heure je l'ai terminé, à 13h27 dans une bibliothèque. Bien. Il y a longtemps, on lisait dans Kamaralai, alors le texte Djam Bougoun, c'est un condensé, vous m'écoutez très bien, je ne suis pas en train de flatter Jean-Baptiste, je ne le connais pas. Je n'ai aucune action avec Jean-Baptiste. Ce qui m'intéresse ici, c'est de dire ce que j'ai lu. C'est le condensé de 5 ouvrages. Kamaralai, l'enfant noir. Senghor, Retour au royaume d'enfance. Kamaralai, l'enfant noir, l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, quand il dit ce que nous perdons vaut-il ce que nous gagnons ou ce que nous gagnons vaut-il ce que nous... Vous le trouvez ici. Même s'il ne l'a pas dit dans ses phrases, c'est ce que vous trouvez ici. Le grand écart. Les deux jambes en Occident et de l'autre côté. Vous trouvez aussi Césaire qui parle du matin. Tout le temps, le matin, ce matin. Lisez le cahier de retour au pays natal. J'ai sorti tous ces ouvrages-là parce que j'ai une excellente bibliothèque. J'ai sorti tous ces pour dire est-ce que je raconte des histoires ou pas. Parce que j'ai vieilli un peu et je ne veux pas trahir les livres. Et nous, universitaires, on veut être fidèles au texte. Mais j'ai retrouvé effectivement tout ce que je disais, tout ce que j'avais écrit dans ça. Et il y avait une jeune fille ici qui s'appelle Camara, qui parlait effectivement de la situation des étudiants africains en France. Vous le trouvez ici aussi. La solitude, donc il a vécu lors de la soutenance. Il était seul avec son ami. Ça nous arrive souvent. Pendant que tous les amis, les familles sont là, nous on est seuls avec notre compatriote. Tout le monde a vécu ça. Tout ce qu'il dit ici, nous l'avons vécu. Mais l'originalité de Jean-Baptiste, c'est la qualité de l'écriture. C'est ça qui nous distingue. C'est ça, et c'est ça la beauté. Voilà. Au Sénégal, les puits sont symboles, parce qu'il parle du puits. Les symboles de vie et de communauté. Ce sont des lieux où les villageois se rassemblent chaque matin, explique Jean-Baptiste. On trouve cette figure aussi en Europe. Hein. Moi, je fais en fait de la philosophie comparatiste, etc., parce que les Africains pensent qu'ils ont tout. Mais je leur dis, mais les Occidentaux aussi ont ça, mais c'est le temps qui nous distingue. Les lieux de conversation à l'époque, c'était le café, ou bien ce qu'on appelle, c'était des fontaines. Les gens se retrouvaient aux fontaines et ils devisaient, etc. Donc il faut qu'on rappelle ça à nos compatriotes et à nos jeunes pour qu'ils ne disent pas « Oh, ñom xamuñu, ils connaissent pas ». Non, ils connaissent. C'est le temps tout simplement qui nous distingue. Le puits prodigieux dévoile le récit d'un retour aux sources dans le royaume enchanté de l'enfance, le narrateur emporté loin de son berceau natal par les vagues de la vie et les obligations des études, ça je reprends ce qui a été écrit, reste inextricablement lié à sa terre par un lien affectif indéfectible qui défie le temps et la distance. J'ai trouvé ça tellement beau que je ne voulais pas inventer autre chose, donc j'ai piqué ça. Vivant son séjour en France comme un exil, il s'évade dans un voyage imaginaire qui le ramène aux douceurs de son enfance, éclairant la beauté poétique de ses années révolues. Au cœur de ce périple nostalgique se trouve l'histoire d'amour entre Biram et Nilan. Ah, ça, c'était magnifique à lire. Hein. Ça, vraiment, tout le monde serait séduit. Hein. Nilan et Biram, c'est vraiment... Ah, moi déjà aimé. Beaucoup aimé. Hein.
Cette romance est le prétexte pour explorer un monde captivant, préservé du temps, avec ses traditions, son histoire, ses croyances, mais aussi ses joies et ses peines. Le puits légendaire de Djambougoun, véritable cœur vibrant du village, devient le théâtre de rencontres déterminantes, notamment celle d'une idylle destinée à marquer le narrateur. Autour de ce puits, symbole de vie et de communauté, s'organise l'existence du village, offrant au narrateur un plongeon dans un univers authentiquement profond et aimé. En lisant ce roman fort puissant et qui nous plonge dans un ailleurs idyllique, tel le Jardin d'Éden, ou le royaume d'enfance de Senghor, ou le dilemme philosophique chez Cheikh Hamidou Kane, où il dit « Ce que nous perdons vaut-il ce que nous gagnons ?» Camara Laye et la force du serpent. Vous savez, quand Camara Laye va voir effectivement son papa, il avait vu un serpent noir, etc. Jean explique ces petites choses. Et vous avez Felwine Sarr, je n'ai pas cité Felwine Sarr, qui a parlé effectivement des lieux géographiques. L'avant-dernier bouquin, je crois, où il parle des lieux. Et Jean parle beaucoup des lieux. À chaque fois qu'il y a un lieu, il y a une histoire. C'est le sens aussi de la photographie et comment on appelle ça, de la patte. Ce qu'on appelle la patte ou la marque ou le signe ou le symbole. À chaque fois qu'il y a un symbole, il y a toute une littérature autour. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pourquoi j'aime beaucoup les photographes africains, notamment un qui est, comment on appelle ça, en Casamance, qui est en train de sauver le patrimoine immatériel casamancé. C'est un ami avec qui j'ai vécu à Paris. Et à chaque fois qu'il nous montre une image, tout de suite, ça nous plonge quelque part d'autre. Oui, je disais Felwine, qui disent ou rappellent ces temps de l'insouciance ou de la vie simple dans une nature en commun avec les êtres. Jean nous promène dans cet ailleurs qu'il a failli oublier. Mais comme disait Socrate, nous n'oublions jamais. Nous avons tout simplement des problèmes d'enfantement. Il s'agit de trouver la bonne sage-femme, le bon pédagogue. Il est pédagogue. Il est pédagogue. Le bon pédagogue pour extirper ce passé, pour se remémorer ce passé, ce qu'on appelle la maïeutique socratique. Jean, tu vas pratiquer de la maïeutique. Et c'est moi qui te le dis. Retour du fils prodige, partir chercher le savoir jusqu'en Chine pour avoir l'autorisation de dire. Sohame Wahal, si tu ne sais pas, tais-toi. Mais au Sénégal maintenant, vous savez très bien que ce sont les tonneaux vides qui nous embêtent. Ils ne savent rien et ils parlent. La parole est autorité. Dans la tradition orale, je t'ai entendu tout à l'heure en Sérère dire cette tradition orale, etc. Dans la philosophie sacrée africaine, dans Sundiata, l'épopée mondaine, celui qui mentait dans la tradition brûlait vif. Maintenant, avec Facebook, etc., vous savez, la circulation de l'information, on ne sait pas trier l'information, on dit tout et n'importe quoi, on vulgarise tout et n'importe quoi. Celui qui sait dit. Ce jeune homme sait beaucoup de choses, même s'il a vécu longtemps en Occident. On peut aussi rester sur place et apprendre. Parce que si je dis que voyager est très important, celui qui me lit mal va dire donc Mangidem. Non, ne pars pas. Si tu as la possibilité. Nous, on est partis parce que moi, il y avait 2 années blanches au Sénégal. Mon père m'a dit pas une 3e année blanche. C'est comme ça que je suis venu en France. Chacun a ses raisons. Voilà. Donc, n'incitons pas les gens à prendre les pirogues, etc. Si tu viens légalement, c'est ton affaire. Je n'ai aucune action en France. Mais venir par les bateaux au péril de sa vie, je dis non. Et beaucoup de mes amis, les 50%, sont restés au Sénégal, ont réussi. Mon frère est médecin au Sénégal, a réussi au Sénégal, etc., etc. Donc, ce n'est pas un appel au voyage. Il se trouve que Jean-Baptiste a voyagé. C'est tout. Voilà. Et il est venu légalement. Ce n'est pas un clandestin. Jean-Baptiste parle directement de la dépression. Il ne parle pas directement de la dépression. Dans les lectures que j'ai faites, il n'a pas parlé de ce truc-là. Mais on pointe effectivement cette figure. Quand, par exemple, il était seul, il préparait effectivement son travail de recherche, ben, cette solitude marque et pèse. Mais les Africains disent que, les Africains disent que nous ne connaissons pas la dépression. C'est faux. J'enseigne la santé mentale à travers le monde. Elle est fine. On la voit autrement. Nous avons une culture, une tradition qui fait que nous enveloppons notre santé mentale. Nous savons la dominer par notre foi et notre courage. Et par les petits mots que les parents mougnal, gorgorlul, etc., etc. Vous voyez? Donc la chose est là, mais les mots que nous entendons, nous les font sublimer. On les intègre et on les dépasse. Mais ces moments existent. Les moments de doute, les moments d'inquiétude,
Surtout nous, étudiants. Imaginez, ça va, tu quittes une maison en Afrique, si pauvre soit-elle, tu es dans ta chambre de 9 mètres carrés. Ça va, qui n'a pas souffert un moment de solitude dans sa chambre d'université? En tout cas, moi, j'ai souffert. Mais j'avais les moyens, effectivement, de les transcender. Voilà, de les transcender. Jean-Baptiste, comme tous les étudiants, vit ici et ailleurs, entre deux. Et les rêves et autres viennent combler ces vides. Et c'est ainsi qu'on pensera à Freud, bien entendu, qui dit qu'effectivement, le rêve est gardien du sommeil. Mais il est lucide, il voit et vit dans un univers nouveau où tout est programmé, le temps. Et j'ai beaucoup apprécié à chaque fois qu'il dit, chaque fois que je réussissais quelque chose, c'était une victoire sur le temps. Oui, parce que quand tu es étranger, tu viens en Occident, ben tu dois combler, tu dois optimiser le temps. Optimiser le temps. Et il a compris ça. Parce que chez nous, le temps est suspendu, vous le savez très bien, on vit avec le soleil. Mais ici, tout est programmé. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, à 17h, il faut qu'on ferme. Sinon, on ne va pas nous considérer comme sérieux, etc. Voici l'entrée majestueuse d'un garçon que j'aime bien, M. Cham, un écrivain aussi, Adama. Voilà. Bien. Il nous dit que la compréhension de ce temps est importante et à chaque fois qu'il assimile et intègre ce temps, c'est comme une victoire, une avancée dans la réussite. L'exil nous conduit à penser le passé, ce qu'on a laissé pour partir, et ce passé rempli qu'on questionne les odeurs, les plats, les gens, les lieux, les animaux. Et j'ai beaucoup aimé Bourré. Jean-Michel, tous les matins, Jean-Baptiste était pressé. C'est Biram, je crois, comment il s'appelle. Voilà. Bon, moi, je sais que c'est toi. Il y a un auteur qui dit « Je m'efforce tant que je peux de cacher le sanctuaire de mon âme, peine inutile, hélas, les rayons percent dehors. » C'est le problème tout simplement de... qui est l'auteur en réalité, hein, quand il écrit. Hein, mais bon, c'est notre genre. Il a vécu au village avec Stanislas, ils connaissent très bien ces choses-là, ces rituels, etc. Donc, ils ne vont pas nous narrer longtemps. Hein, on comprend tout ça. Et moi aussi, j'ai connu un tout petit peu, mais pas avec Bourré, peut-être avec autre chose. Bien. L'art de la lutte, comme cet exercice qui est différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, avec ces grands, etc., lutteurs, etc. Il nous parle de tout ça. Jean nous balade dans le monde africain où la tradition ne peut se faire sans une part de mysticisme. Il nous parle de la mystique. Il nous révèle que nous vivons avec des invisibles, des morts. La preuve, quand il s'agissait de creuser, on ne creuse pas n'importe comment. On interroge avant. Mais, Jean, en France, il y a ce qu'on appelle les chercheurs d'eau. Les chercheurs d'eau. Après, on peut l'interpréter comme on veut. Mais ces figures existent. Mais en Afrique, c'est beaucoup plus prégnant. Tout acte que tu fais doit avoir un sens. Et il faut interroger. Est-ce que c'est le bon lieu? Et ce sont les anciens que vous allez interroger. Et ils vont se retirer pour penser sous l'arbre à palabre. Toute attitude rationaliste aura une conséquence visible. On a beau être cartésien. Si tu es cartésien et tu attaques l'Afrique traditionnelle, tu prendras des coups. Hein. Voilà, ta rationalité, ben, tu la remettras en question hein, lorsque tu vas voir les choses, la preuve. Hein. Bien. Jean Bougoum, le plus prodigieux ou miraculeux, dévale sa puissance. J'avais du mal à comprendre effectivement le parallélisme entre Jean Bougoum, le plus prodigieux. C'est ce matin, véritablement, quand j'ai vraiment réfléchi, j'ai compris ce que ça voulait dire. Mais il nous le dira tout à l'heure. La séquence de football. Ah, là, j'ai rigolé. Vous savez qu'on est dans des pays pauvres, qui n'ont pas beaucoup de moyens, etc. Pauvreté, entre guillemets. Hein. On est riche, hein. On est heureux dans notre pauvreté. D'accord? Mais il nous explique une situation que nous avons tous connue. Il faut des maillots. Mais tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un maillot. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il y a des gens qui vont porter leurs habits, et les autres seront torse nus. Mais malheur à ceux qui ont le torse nu. Vous avez un Mbappé, quand il tire un ballon, c'est 90 km/h. Imaginez, vous le recevez sur le torse. Oui. Il nous dit, on arrête le temps que le gars reprenne son truc. Mais j'étais mort de rire. Mais, je vous dis, vous voyez, on connaît tout ça. Mais c'est lui qui l'écrit. Mais c'est idiot. C'est simple. Mais c'est tellement puissant. La simplicité de la vie. Comment on peut être heureux dans la simplicité, etc. Ça fait mal, mais ça fait partie du jeu. Et tout le monde s'en amuse, etc. La prochaine fois, ce sont les autres qui vont porter les habits, et ainsi de suite.
Jean nous parle de l'organisation de la société sérère. Rappelez-vous les textes de Hegel, l'Afrique terre de l'enfance, l'Afrique sans histoire, le discours de l'imbécile à Sarkozy au Sénégal. Jean nous explique, il n'est pas allé loin, l'organisation du mariage, Jean. L'organisation du mariage, quand tu dis chaque femme avait un rôle dédié pour tout simplement que le mariage, qui est une chose, cette entité-là, soit une réussite. Chacun avait un rôle à jouer. La combinaison de ces rôles donne la réussite. Donc il y avait une organisation. Mais Hegel, où est-ce qu'il a appris l'Afrique? Il ne connaît pas. Mais il a très bien fait, effectivement, d'expliquer qu'il y avait cette organisation sociale et communautaire qui était effectivement intelligence, forme de pensée. S'il est difficile de réussir, ce rappel est fort éloquent. Le rituel du matin pour le cheval, mais aussi retrouver sa belle Nilane quand il se lève très tôt le matin. Il se lève très tôt le matin, hein, personne ne le réveille. Hein. Et la preuve, d'ailleurs, une fois, il avait mal à la main, tellement il avait travaillé. Ça nous est arrivé tous d'avoir des ampoules à la main. Parce que moi, j'ai vécu en Casamance, donc j'avais le kajandou, et après j'avais des ampoules. Bon, lui, il avait peut-être autre chose. Mais, alors ça ne m'a pas plu. Parce que il a été tellement résilient, il souffrait, mais pour faire plaisir à la famille et ne pas laisser l'oncle trimer tout seul, il est allé au champ. Bon, moi je suis très cartésien, je ne serais pas allé. Je suis très bien éduqué, mais je ne serais pas allé. Il est beaucoup plus éduqué que moi peut-être. Il est parti parce qu'il ne voulait pas voir son oncle seul trimer. Et il a tenu. Je lui ai dit bravo. Mais moi je ne serais pas allé. Hein. En tout cas, si à l'instant T, je ne serais pas allé. Peut-être avec réflexion. Peut-être je dis, bon, ok, je vais accompagner l'oncle. Mais il nous parle aussi de la figure de l'oncle, Toko Wali. Toko Wali, chez Senghor, l'importance de l'oncle dans la socioculture négro-africaine. Je vous dis, son livre est le condensé de 5 ouvrages. Et c'est après que j'ai vu qu'il a fait de la littérature comparée. Je ne l'avais pas vu, j'avais tout lu, mais j'avais mal lu. Et je te signale que l'un des meilleurs spécialistes de la littérature comparée s'appelle Papa Samba Diouf, un grand professeur sénégalais qu'on ne connaissait pas, et qui était à l'université de Créteil. Très grand, très très grand, que j'ai rencontré au mois de juin 2023. Revenons aux préparatifs, les rencontres, échanges dans les sociétés. Il s'agit de négocier pour coller aux traditions, célébrer la coutume, être en phase avec, sans manquer de modernité. Surtout ce voyage, effectivement, de notre jeune homme avec Nilan, Oussa, Sandaga. Sandaga, c'est quoi? Je vous ai dit les lieux de Felwine, les lieux chez Jean-Baptiste, etc. Il fallait quitter le monde rural pour monter en ville, acheter les belles robes. Mais oui, il fallait que Nilan, qui était déjà très belle, soit encore plus belle. Et où est-ce qu'ils font? Sandaga. Sandaga, c'est le grand marché où on trouve tout au Sénégal. Et effectivement, elle avait trouvé tout ce qu'il fallait, surtout certains parfums. Hein? Voilà, c'est l'occasion de repositionner tel dans un damier la place et le rôle de chaque membre dans la famille, etc. Dans les villages qui vivent dans la simplicité et la tradition, le conflit aussi était omniprésent et il nous le dit. Souvent, on dit en Afrique, il n'y a pas de conflit, mais on est qui? Mais ça va, on n'est que des êtres humains, on va aux toilettes. On nous dit qu'il n'y a pas d'histoire en Afrique. C'est faux, vous l'avez démontré. Et vous ne saviez même pas que les deux familles étaient en conflit. C'est après que vous l'avez su. Ce qui est important, c'est de savoir tout simplement qu'on peut vivre ensemble et avoir des tensions. Les dents vivent avec la langue et de temps en temps, les dents mordent la langue et ils continuent de vivre. Et c'est la dame Rose qui est venue, la grand-mère. Encore une fois, il nous apprend une chose, le droit d'aînesse. Il nous convoque dans les valeurs africaines. Quand la grand-mère, qui ne savait même pas qu'il y avait le conflit, mais quand elle l'a su, et que ça allait bloquer un mariage heureux, elle s'est levée. Et quand elle a parlé, c'est terminé. Et j'ai fait le parallèle avec la Grande Royale lorsqu'il fallait choisir d'aller à l'école ou pas, cher Hamidou Kane. Encore une fois, la force de la femme, et c'est Cheikh Anta qui le disait, et mon professeur Djibril Samb aussi le disait, que, comment dire encore, le féminisme a existé en Afrique, mais on ne le dit pas assez. Et ça, c'est un sujet que nous allons continuer à aborder avec Anna, parce qu'il y a du féminisme, il y a le respect à la femme, mais on ne le dit pas, on ne l'écrit pas.
Mais nous, on va le révéler. Anna l'a révélé avec Madame Rose, une brillante scientifique qui était ici. Mais dont les Africains avaient oublié ces traces. C'était l'une des premières à travailler sur l'intelligence artificielle. Moi, c'est Anna qui me l'a soufflé. Je ne sais pas tout. Hein. C'est Anna qui me l'a soufflé. Et depuis, je suis cette Rose. Hein, depuis Nice, etc. Voilà. Donc, nous, vous les jeunes, appropriez-vous effectivement notre patrimoine culturel. Ne lâchons rien. Ne lâchons rien. Si vous lâchez, tant pis pour vous. Tant pis, il n'y a pas de problème du tout. La question que je veux me poser maintenant à notre Jean, c'est de lui demander, Jean, comment tu vas? La deuxième question, c'est que écrire, est-ce une thérapie pour toi? Est-ce nécessaire d'écrire pour se soulager? Mais de quoi? Comment concevez-vous les deux univers? Parce que vous vivez en Occident, mais vous maîtrisez parfaitement notre socioculture africaine. Et beaucoup de gens ont du mal et deviennent, quand je vous parle de santé mentale, choisir. Qu'est-ce que je dois choisir? C'est cette question triviale qui est dans l'aventure ambiguë, effectivement, quand on part et de se passer. Voilà, cette simplicité. Et aujourd'hui, il y a un retour à la simplicité. Il y a un retour à la simplicité. Vous voyez, les éco-villages, etc., l'économie circulaire, etc., etc. Et pourtant, le développement va plus vite aussi. Mais il y a des gens qui disent, marquons le pas, soyons simples, pour vivre en harmonie, etc. Je répète ma question. Jean, comment tu vas? Et est-ce que l'écriture est une thérapie? Voilà ce que je voulais dire. Alors, du coup, c'est à moi de parler. Oui. Déjà, je vais dire un grand merci à toutes les personnes qui sont là, qui sont présentes. Un très très grand merci aussi à Pape Sissoko, un doyen, notre papa aussi. Après, c'est hyper compliqué de parler après vous. Parce que je vois nettement que vous vous êtes très bien approprié le livre. Limite, c'est vous-même qui l'avez écrit. Voilà. Et on voit aussi à travers votre résumé, en tout cas, on voit nettement, on sait nettement que vous êtes littéraire, mais là, à travers la façon dont vous l'avez décortiqué, c'est comme si on était devant un très... vous êtes un grand littéraire, mais c'est comme si on assistait à un cours d'un prof, de lettres, en fait, qui fait l'étude des livres. C'est pour ça que je pense que je ne vais pas aller dans les grands détails, parce que vous avez dit l'essentiel. Mais je vais bien, je vais très bien. Merci beaucoup. Je vais très bien, et puis je suis honoré de votre présence. Après, la deuxième question, c'était quoi encore? Est-ce que l'écriture est une thérapie? Je dirais oui. Oui, l'écriture, c'est une thérapie. L'écriture, mais aussi la lecture. Les deux. Les deux. Comme disait l'autre, le livre, c'est une fenêtre par laquelle on s'évade. Voilà. Et donc, à travers l'écriture aussi, je pense qu'on exprime quelque chose qu'on a déjà intériorisé, qui est en nous. Et le fait de l'extérioriser, en fait, ça permet aussi de partager, de léguer. Voilà. Et à partir du moment où, c'est comme tout à l'heure, on parlait de plaies, notamment lorsqu'on est au champ, etc. Mais lorsqu'on a les ampoules là, du coup, il y a un moment où il faut vraiment enlever pour que le sang le mauvais sang là puisse partir, pour que la plaie puisse guérir. C'est pareil, des fois on a des choses qu'on a vraiment besoin d'extérioriser, sinon après on les garde. Et, pour moi, c'est pas. Limite, on est même égoïste au fait, le fait de garder ça en soi. Et le fait de le partager, par contre, c'est cette division-là qui va permettre, même comme vous disiez, au fait de gagner. Parce que lorsqu'on partage, on gagne. Voilà. Parfait. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser à Jean? Voilà, ou des contributions? Voilà, il est à vous. J'aurais une première question à poser. Oui. Dans les premières pages, tu parles d'abord du village, le village sérère, et tu dis cette phrase qui est très frappante, qui est la simplicité et le joyau du village. Bien sûr. Et tu mets également en perspective cette importance de la vue communautaire, cette importance du partage, cette importance d'être dans un milieu où tout le monde est responsable de tout le monde
Et le bien commun n'est pas le bien individuel, mais le bien collectif. Comment aujourd'hui tu conçois, je dirais, la société d'aujourd'hui, et comment aujourd'hui ton livre est d'une certaine manière peut-être un appel à un attachement de tes traditions, de ta culture, de ton histoire. Comment tu vis ce rapport-là entre la société d'aujourd'hui assez individualiste et cette société, pas ancienne, mais cette société dans laquelle tu as vécu, qui est cette société du village? En fait, c'est ce que disait tout à l'heure le Pape. En fait, le livre, si vous voyez bien, après on pourra peut-être en reparler, mais le livre, en fait, il y a beaucoup d'entre-deux dans le livre. Tout au long du livre, en fait, il y a de l'entre-deux. Il y a de l'entre-deux, et du coup, dès le début, parce qu'en fait, dès le début du livre, vous voyez Biram qui est né à la campagne, et qui sort de la campagne pour aller déjà à la capitale régionale, pour continuer ses études. De la capitale régionale, il va à Dakar. Voilà, et vous voyez la différence entre la campagne, la capitale régionale et Dakar. Pareil, Dakar, la France, il y a beaucoup de différences, en fait, beaucoup d'entre-deux. Et je me suis dit, par rapport à nous, ce qu'on a vécu, je ne suis pas si vieux que ça, mais quand même, j'ai vécu des choses. Après le plus même, je parle avec mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, je leur dis ce qu'on a vécu en fait, à travers notre éducation, ou bien même en ayant grandi en campagne au village, vous n'aurez pas la chance de vivre ça. Ou bien si on vous demandait de faire ça aujourd'hui, ce serait compliqué au fait de vous faire vivre ça. Alors que ça fait partie de ce qui nous a forgé au fait. C'est ça qui nous a permis aujourd'hui de... je ne dirais pas qu'on est des exceptions, mais quand même au moins, quand tu débarques quelque part, ça te permet de te faire remarquer. Tout à l'heure, tu parlais aussi de l'exil. Ce qu'on a vécu, le fait d'aller ailleurs, tu t'intègres beaucoup plus facilement en fait. Ça te permet de t'intégrer, ça te permet de facilement accepter l'autre. Donc du coup, cette société d'avant dont il parle et la société d'aujourd'hui, en tout cas, il y a de l'inspiration. Il y a des éléments qu'on doit puiser dans cette société qui est ancienne. Pour moi-même, il n'y a pas de société ancienne, en fait, c'est une continuité. Voilà. Mais maintenant, c'est les transferts, en fait, il y a des failles dans les transferts. C'est comme tout à l'heure, lorsque tu parlais de l'Afrique, de la littérature orale, voilà, de l'organisation, etc. En fait, il y a des choses qui ont toujours existé. C'est juste qu'on ne les a pas mis en avant, on n'en a pas parlé. Et pour moi, aujourd'hui, le fait d'en parler, ça peut permettre à des... En tout cas, c'est on lègue. Voilà, c'est comme ça que je peux le dire. Pour moi, c'est on lègue. Tout comme lorsque j'ai lu Senghor, Césaire, etc., qui m'ont beaucoup influencé. On peut en parler. Moi, en fait, à la base, je me suis spécialisé en littérature africaine. Voilà. Et donc, du coup, c'est des personnes qui m'ont influencé. Tout à l'heure, lorsque vous parlez, j'ai failli vous dire, il y a aussi Léonora Miano, il y a Fatou Dione. C'est des auteurs, en fait, qui ont beaucoup, Miano, j'ai écrit mon mémoire de maîtrise sur ces œuvres. Donc, c'est des auteurs, en fait, qui ont beaucoup parlé de l'entre-deux, en fait. Genre, en gros, soit c'est des Africains qui vivent en France, mais qui sont partagés entre les deux cultures, qui ne sont pas avec quelqu'un, pas d'assez. Tout comme l'entre-deux aussi. Elle est en Afrique, elle existe entre ceux qui sont en campagne et ceux qui sont à Dakar, ceux qui pensent que il faut se comporter comme ceux qui sont à Dakar ou bien ceux qui sont, peu importe, même si on va au Burkina, voilà, je fais un clin d'œil à mais ceux qui sont dans les capitales, c'est pas parce qu'on va se comporter comme eux ou bien qu'on va s'habiller comme eux qu'on va se définir comme étant un être humain. Mais non, en fait, justement, voilà, c'est pas ça, mais c'est en acceptant l'autre, c'est en essayant d'aller vers l'autre et de faire, en fait, comment dire là. En tout cas, les différences là, il faut les mettre ensemble, quoi. Après, faire des parties pour qu'on puisse avancer ensemble, pour que ça fonctionne. Mais si chacun est de son côté, en fait, c'est ça qui fait que la différence, en fait, constitue des fois des obstacles ou bien des freins, en fait. Je me permettrai de relancer par rapport à ce que tu as dit, surtout en ce qui concerne les influences, Senghor, Césaire et les autres. On sait que Senghor a eu une écriture très portée sur la culture sérère, forcément de la négritude. Donc il y a une volonté de valoriser le patrimoine africain, de mettre en évidence cette culture, de la faire sublimer vers un universel qui est cherché. Et Senghor aussi incarne d'une certaine manière ce besoin un peu d'aller dans le sens
de nos identités culturelles. Et ton écriture aussi est une écriture qui met en évidence le milieu sérère, qui en parle de manière non seulement romanesque, mais également lyrique, beaucoup de poésie dans ta manière. Tout à fait. Est-ce que tu te retrouves dans cette écriture, je dirais, communautaire, ou ce besoin d'écrire sur nos ethnies, d'écrire sur nos identités, et ne pas forcément écrire de manière... comment je peux dire ça? Parce que souvent, les gens refusent d'écrire sur nos cultures. On préfère toujours écrire sur le grand monde, et on ne cherche pas à écrire sur nos cultures spécifiques. Pourquoi ce besoin d'écrire sur le monde sérère, l'identité sérère? Comment ça t'est venu et pourquoi tu as vraiment voulu écrire sur ça? Dans un premier temps, je dirais déjà du fait que j'ai fait des études. Après, voilà, je dirais peut-être, du fait que j'ai fait des études littéraires, il y a ce côté-là, en fait. Après, j'ai beaucoup lu, de toute façon, comme tout littéraire, voilà, j'ai beaucoup lu, je continue toujours à lire. Et puis, au fur et à mesure au fait de mes études, il fallait se spécialiser dans un domaine. Voilà. J'ai choisi de me spécialiser dans la littérature africaine, orale et écrite. Voilà. Et puis, dans ces études-là aussi, c'est des auteurs comme Senghor. On ne peut pas en fait parler de littérature africaine sans parler de Senghor, sans parler d'Aimé Césaire, etc. Et après, forcément, en CRR aussi, en tant que CRR, moi, je me retrouvais complètement dans ce que dit Senghor, que ce soit dans ses poèmes, voilà. Parce qu'en fait, il parle de la culture. Et lorsqu'il parle de la culture, il ne parle pas que de la culture sénégalaise, il parle aussi de la culture CRR. Et surtout de l'organisation. Et cette organisation-là, traditionnelle aussi, on ne la retrouve pas que chez les CRR, on la retrouve aussi dans pas mal d'ethnies sénégalais. Par exemple, le sud, les Diola, on a beaucoup en fait, de similitudes entre les Diola et les CRR. Tout à fait. Et du coup, tout ça, en fait, c'est des choses qui m'ont influencé. Et puis je me suis dit, lorsque je commençais à écrire, après, je pourrais aussi vous raconter comment ça m'est venu, les lieux où j'ai commencé à écrire. Mais après, lorsque j'ai commencé, je me suis dit, je vais faire quelque chose qui va non seulement me parler, mais quelque chose auquel j'accorde du sens. Et je me suis dit, en parlant de choses que j'ai vécues dans le royaume d'Ansante, déjà, il y a le côté influence de Senghor, mais aussi, je me dis, ce royaume d'Ansante là, ces choses que j'ai vécues tout à l'heure, je l'ai dit, il y a des jeunes aujourd'hui qui ne vont jamais, notre dernière, en fait, notre soeur, elle ne va jamais vivre ça. Elle ne va jamais, en fait, porter, le frigo, aller au culte. Elle ne va jamais vivre ça, en fait. Le culte comme étant un lieu de rassemblement où on venait avec les vaches, les bêtes, etc. Le matin, le cheval, tout ça, c'est des choses qu'ils ne vont pas vivre, en fait. Donc je me suis dit, Senghor, il a parlé de certaines choses qui aujourd'hui restent parce qu'il a écrit, en fait. Il ne s'est pas limité en fait, à en parler oralement, il a écrit, c'est resté gravé. Et il est mort depuis, et jusqu'à présent, on étudie ses textes. Du coup, je me suis dit, je ne sais pas, est-ce qu'on étudiera un jour mes textes? Mais par contre, il y a des gens qui seront OK pour lire au moins. Et c'est pour ça que je suis hyper content de vous parler. Parce qu'au moins, je sais qu'il y a des gens qui vont lire et peut-être que il y a des gens qui vont, par exemple, Awa qui est du Burkina, peut-être qu'en lisant ce livre-là, tu n'es jamais allé au Sénégal, peut-être pour l'instant, mais en lisant, peut-être ça va te faire voyager jusqu'au Sénégal. Et ne serait-ce que ça, c'est déjà gagné. Voilà, c'est déjà gagné. On dit que lire, c'est voyager, voyager, c'est lire. Voilà. Je voulais revenir sur une chose très importante, et c'est Amadou Silla, un ami de SOS Casamance qui n'a pas pu être là. Et hier, il m'a dit, grand, je ne pourrais pas venir. Mais ce que tu as écrit, ce que je vais écrire un petit bout, il m'a dit, c'est les équilibres. Comment est-ce que ton jeune homme a tenu les équilibres? Tu as bien parlé de l'Occident et de la tradition et de l'Afrique, etc. Voilà. Parce qu'effectivement, soit on s'oublie, soit on garde. L'entre-deux, c'est très intéressant. Beaucoup de penseurs ont écrit effectivement sur ce dualisme, on appelle ça un dualisme ou un diptyque, qui est très intéressant, effectivement, c'est Madame Camara qui le disait, les contrastes sociaux. Elle parle des contrastes sociaux. Elle nous dit effectivement que, oui, quand on voyage, finalement, on se perd. Mais on se perd pour se retrouver quelquefois. Et tu ne t'es jamais perdu. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Et il y a une figure très intéressante, puisque je vous dis que je suis spécialiste des questions d'interculturalité, et vous avez parlé du dialogue islamo-chrétien et du dialogue interreligieux. Je ne sais pas si vous avez vu cette figure, c'est le cimetière, la mort. Ça me rappelle Tché, où il y a fait ce qu'on appelle les carrés musulmans, à Tché.
dans le Val-de-Marne. Et il n'y avait pas de distinction. C'est avec l'avancée que les gens ont commencé à se séparer. Mais on était un. On était divers et un. Et c'est ça l'Afrique. On a tout le temps vécu ensemble. Et la notion de cal, vous savez, le cal, le cousinage à plaisanterie, etc., entre les Sérères et les Diola. Mais superbe pour la gestion des conflits, pour le vivre ensemble, etc. Mais c'est très intéressant cette figure, effectivement, du cimetière, qui est bien organisé. C'est pas fait n'importe comment. C'est bien organisé, mais ils sont dans un cimetière et des religions différentes. Et ça, c'est véritablement intéressant de le dire. Et je disais que ce livre est un témoignage pour nos jeunes. Anna et moi travaillons beaucoup sur ces questions de transmission. Baba aussi, de transmission. Nos jeunes, quand je vais quelque part, nos jeunes nous disent « Mais grand, moi, je ne savais pas ça. J'ai honte. J'ai honte. » Parce que c'est à nous de transmettre. C'est à nous de donner le goût à nos enfants. De donner le goût à nos enfants de nous connaître. Mais quelquefois, on a honte. Ce que vous disiez, Stanislas, c'est le professeur Tchoup, l'un des grands historiens, Tchoup, qui a dirigé l'IFOM. On s'est rencontrés au journal Le Monde lors d'un événement de gingembre littéraire et il nous dit une chose, il y avait un plateau vraiment magnifique. Ce qui me désole, c'est que nous ne nous connaissons même pas, nous, Africains. On va parler de Jankélévitch, de Platon, mais on ne parlera pas de Kotche Barma. On ne parlera pas de Tcherno, on ne parlera pas de ces grands, de Ndamal Gossas, de Fass Touré, etc., ou de Aline Sitoé Diatta, de Djignabo. Il dit, non, on va faire des thèses, des trucs sur différents sujets, etc. C'était là, gingembre littéraire, en janvier 2024, je crois. Et il nous a sorti ça. Mais j'avais honte. Il est vrai que je le fais. Moi, je parle de culture. Tout mon travail, c'est de transmettre à nos jeunes générations cette culture-là. Et je n'ai pas honte. Parce que souvent, ils ont honte. Et j'ai dit, non, n'ayez pas honte. Anna ne baisse jamais la tête quand elle est dans un grand milieu. Parce qu'elle a les reins solides. Je ne la flatte pas. Hein. Elle me connaît, je ne flatte pas. Elle a les reins solides. Et quand on rencontre les jeunes, on leur donne cette force-là. Mais pour savoir, il faut que il faut que lire Sawaya, il faut que déglu Baba, il faut que déglu Anna, il faut que déglu Choi, Cham, etc. Il faut lire. Mais tu ne peux pas tout simplement te dire si tu ne sais rien. Je vous ai parlé au début des tonneaux vides. Des tonneaux vides. Ils font trop de bruit. Moi, Baba, ah, c'est Baba, ben c'est bon. C'est une bonne carte d'identité. Ah, c'est Jean-Baptiste, ah ben c'est bon. C'est Choi, bonne carte d'identité. Mais certains, je vais dire, ah non, moi, je n'y vais pas. Hein. Voilà. Donc, transmettons, osons transmettre, soyons solidaires. Et cet ouvrage-là, je vous dis, modestement, je ferai tout. En tout cas, j'ai beaucoup d'amis professeurs de philosophie. Au moins, ils vont extirper des choses là-dedans. Voilà. Hein. J'accompagne beaucoup de professeurs de philosophie et de littérature. Ils prendront le risque de prendre des textes, ou c'est moi qui vais chercher le texte, et quand je leur donne, ben forcément, sinon, ben comme je vous ai dit, je règle. Et Yal Ndougou dans le programme, vraiment Yal Ndougou dans le programme à l'image de Kamara Laye. J'ai enseigné Kamara Laye en France, ça va y. Cher Hamidou Kane en France, dans la Franche-Comté profonde. C'était mes anciens étudiants de l'UFM qui sont devenus des professeurs, et quand ils ont des programmes scolaires libres, ils choisissent Kamara Laye parce que je leur en avais parlé. Et ils organisent pendant 3 mois, ils travaillent sur le sujet, et une journée, je viens pour parler de l'Afrique, sous le prétexte d'un ouvrage. C'est moi qui l'ai initié en Franche-Comté. Et j'ai demandé à tous les étudiants, partout où vous allez, faites ça. C'est aussi simple que cela pour transmettre. Voilà. Moi, je suis très bavard. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'après, on va passer à la dédicace. On a, nous, déjà commencé, les premiers à venir, puisqu'on est pris par le temps. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, Baba. Tout à l'heure, il disait que le puits, c'est le lieu de rassemblement. Je n'ai pas lu le livre. Ça me rappelle juste une anecdote très rapide. C'est quand il y avait une fille qui est venue en France. Elle était en train de se plaindre que leur maman faisait des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Donc elle est partie, c'est une petite histoire, elle est partie chercher des subventions. Elle amène le robinet à la maison. Sauf que les femmes étaient fâchées contre elle parce que c'était leur lieu de rencontre, les secrets, etc. Donc ils se disaient, ça c'était une petite anecdote. C'est pas mal du tout, hein. Là, pas mal.
J'ai juste deux questions. La première, c'est, vous êtes jeune. On sait que en Afrique, plus de la moitié ou 60% ou 70%, c'est de la jeunesse. Quel est votre regard sur le manque d'intérêt de la jeunesse africaine pour la lecture, ce qu'on dit, vrai ou pas vrai? Et deuxième question, c'est juste peut-être pour ma compréhension, pour ma compréhension. J'étais en train de feuilleter le livre et je cherchais la table des matières ou le sommaire. Je ne trouve pas, je n'ai pas trouvé de sous-titres. Est-ce un style littéraire? C'est juste, voilà les questions. Bravo. La première question concernant les jeunes et la lecture, pour moi, après, ça reste mon avis personnel, mais je pense que c'est un manque de politique, je ne sais pas, éducative, je ne sais pas comment l'expliquer. Voilà. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est comme les réseaux sociaux. Après, je vais entrer dans un autre domaine parce que c'est aussi un domaine digital, voilà, mais aujourd'hui, en Afrique, notamment au Sénégal, si on prend l'exemple du Sénégal, les réseaux sociaux sont accessibles à tout. Là où aujourd'hui, ici, même il y a des formations, des cours au fait d'éducation à l'utilisation de ces médias-là. D'accord? Aujourd'hui, tout le monde au fait, en Afrique a accès aux médias, aux réseaux sociaux, etc. Sauf que ce n'est pas les réseaux sociaux au fait, qui forment à bien parler, à bien rédiger des phrases, etc., etc. Donc, eux, le fait qu'ils soient sur ces réseaux sociaux-là, après, c'est des jeunes, on comprend, c'est des jeunes, mais j'ai des même, c'est des gamins. Ça suffit largement. Mais que font ceux qui sont responsables au fait, de l'éducation, de la formation? Est-ce qu'ils les incitent à plutôt aller vers la lecture, à lire, pour faire moins de choses? Voilà. Parce que pour lire, en fait, aujourd'hui, c'est comme une maison. Hein. Les enfants, ce qu'ils font, en fait, c'est parce que papa et maman, en fait, orientent vers tel ou tel. Voilà. Ça se passe comme ça. Donc, si aujourd'hui, nos politiques, en fait, mettaient en place des choses pour pousser les jeunes à lire le plus possible, d'autant plus que tout à l'heure, vous parliez de beaucoup d'écrivains, de jeunes écrivains sénégalais. Je ne parle même pas de jeunes écrivains sénégalais. Au Sénégal, en Afrique, il y a beaucoup d'écrivains, en fait. Qui écrivent, en fait, sur des choses en lien avec la réalité. Pourquoi ils ne mettraient pas ces personnes-là en avant? Pourquoi il n'y aurait pas des conférences? Pourquoi dans le programme, on n'intégrerait pas, en fait, ces gens-là, leurs textes, en fait, dans le programme pour qu'on les étudie? Après, moi, j'ai des exemples concrets. J'ai fait les lettres, je vous dis, il y a beaucoup de livres pour lesquels j'ai toujours été contre, en fait, de les étudier. Ça ne me parlait pas du tout. Voilà, là où il y avait des Sénégalais qui écrivaient, je lisais leurs livres, mais je ne les avais pas dans le programme. Et pourtant, j'aurais été hyper content de les avoir dans le programme et de les étudier. Donc, c'est des politiques, au fait. Voilà. Et la deuxième question, c'est en parti pris. C'est juste en parti pris. Voilà. Que j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Que j'ai beaucoup apprécié parce qu'en fait, ça nous permet d'entrer dans le livre sans avoir, sans préconçu, sans, voilà. C'est une autre façon d'écrire. Moi, j'aime bien les écritures différentes. J'aime bien l'originalité. Et c'est ça qui m'a marqué. Et l'idée que tu donnes sur le robinet, Nilan, hein, quand ils ont goûté à l'eau du robinet parce qu'ils étaient à Mboro affectés quelque part, Nilan a pris le garçon était très gentleman, c'est lui qui a servi Nilan, attention, hein. J'ai bien lu le livre, hein. C'est le garçon qui a servi, et j'ai pensé à Cheikh Anta Diop, quand on parlait du féminisme de Cheikh Anta Diop, Momoy Diop, ouais, c'est ça. On n'en parle pas, c'est une dame qui m'a appris ça en le lisant, qui me dit, mais c'est un mélomane. Sa femme ne faisait rien quand on dit que les Sénégalaises, vous savez, la Sénégalaise, elle va donner de l'eau, des soukou, elle va mettre le genou, etc. Cette forme, c'est une politesse, c'est une éducation. Moi, je ne suis pas contre. Voilà. Et elle a donné de l'eau à Nilan. Ah, Nilan lui dit, ce n'est pas comme Djambogona, comme l'eau de Djambogona, etc. Bien. Et ça, c'est très intéressant, effectivement, en sociologie. Hein, c'est ce qu'on appelle le regard traversé, etc. On apporte la modernité. Et ce n'est pas ça. Vous voyez, ça retrouve tout de suite ce qu'on disait dans Cheikh Hamidou Kane. Ce que nous perdons vaut-il ce que nous gagnons, etc. Et quand Biram allait au village, il venait avec des bonbons d'eau. Mais ça ne peut pas continuer tout le temps. Hein, il faut qu'on s'accommode de la modernité. Il faut qu'on apprenne à perdre quelque chose. Et puis voilà quoi. Donc ça c'est très intéressant en sociologie, etc. Comment l'introduction de la modernité dans la tradition peut changer effectivement les mentalités. Et les femmes n'étaient pas contentes. Et c'est mon ami, un grand intellectuel sénégalais, qui disait effectivement, à l'époque, où il n'y avait pas les réseaux sociaux, les femmes allaient au puits, ou dans la forêt, loin, loin. Et c'est là qu'elles sortaient leurs bétio. Les bétios, c'est le petit pagne.
où elles se parlaient. C'est la même figure. Hein. C'est Massamba, le grand poète Massamba. Je ne sais pas si vous connaissez, très fort en Wolof, un grand littérateur. Hein. Et qui dit, voilà, avant Facebook, etc., les femmes allaient loin, ou bien là où il y a le puits. Hein, les hommes étaient à l'écart, etc. Le puits, en fait, c'est le fief des femmes. Les hommes peuvent venir comme Biram, qui était très gentleman, qui tirait. Même moi, j'ai fait ça, etc. Mais en général, c'est le fief des femmes. L'eau, hein, le portage de l'eau, etc. Voilà. Donc ça, c'est des sujets véritablement qu'on doit encore retravailler, etc. Et le fait qu'ils ne portent, comme tu l'as si bien dit, ces filles qui ne vont jamais porter. Et voilà. Moi, mes enfants, je les ai initiés à tout ça. Quand ma voiture est en panne, par exemple, je vais à Leroy Merlin. Elles ont honte, là. J'ai dit, mais tant pis pour vous. Hein. Et même, hey, système D, je le mets sur ma tête. Mais papa, j'ai dit, c'est ton meuble, hein. Je le laisse ici. Non, tu me dis, je le laisse ici ou je l'amène à la maison. Non, papa, mais c'est pas joli. Je le laisse ici ou je l'amène. Système D. Et mes enfants, je leur apprends le système D. Quand papa n'est pas là, quand tu n'as pas la voiture, quand tu n'as pas, etc. Nos enfants sont gâtés. Tant mieux, hein, je ne critique pas. Hein. Mais quand même, on leur apprend le système D. Et ça, c'est très important. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, allez-y. Tout d'abord, félicitations, Jean-Baptiste, d'avoir écrit ce bel ouvrage que je découvre à travers le livre de ce monsieur. Et moi, personnellement, je n'ai pas connu le village, mais en écoutant le monsieur, ça m'a fait découvrir un peu le village. Et au fond de moi, il y avait un plaisir au fait qu'il naissait. C'est dommage que je ne connais pas le village. Mais au fait, en écoutant toujours le monsieur, on se rend compte qu'au fait, ce sont des choses qui existent. D'abord, ma première question, est-ce que tout ce que tu as raconté, c'est vrai que ça a existé, mais est-ce que ça existe toujours au village? La deuxième question, il faisait la comparaison entre l'Occident et nous, et la différence, c'est le temps. Donc eux, ils sont passés des fontaines au café maintenant. Et est-ce que aussi nous, on a ce risque-là de perdre les puits pour partir demain au robinet et après au café, on ne sait jamais. Et est-ce que aussi ça vaut la peine de se battre pour vraiment maintenir cette tradition, ces puits qu'on a, ou bien peut-être qu'on va continuer avec la modernité, se dire peut-être que d'ici 100 ans, 50 ans, ça va disparaître. Qu'en penses-tu personnellement? Voilà mes questions. Oui. Merci. Alors, du coup, tu vois, par exemple, lorsqu'on parle de Diambogoum, le puits, même dans le... après, il ne faut pas que j'entre trop dans les détails, mais déjà, le lieu, là où se situe le puits, c'est à la croisée des chemins. Tout à fait. Dans le texte. Et c'est pas fait exprès. Non, c'est fait exprès, pardon. J'allais dire, c'est fait exprès. Parce qu'en fait, ça permet à la fois à l'ensemble des habitants du village, peu importe, en fait, en toute façon, même si tu pars, en fait, dans l'autre quartier, tu vas forcément passer devant le puits. Voilà, ça c'est la première chose. Et le puits, c'est le lieu, comme tu disais, le lieu de la rencontre, et c'est un lieu qui est fort de cohésion sociale. Donc, est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait laisser par rapport à la modernité? Ok, mais on est dans un monde moderne. Mais pourtant, la cohésion sociale, elle est importante. Donc, en fait, il y a des choses, au fait, en lien avec le passé. C'est comme Biram. Parce que Biram, à un moment donné, il est reparti vers le... Je ne dirais pas vers le passé, mais en tout cas, il est reparti à la source. D'accord? Et c'est la source, en fait, qui lui a redonné son âme. Donc, il a retrouvé la vitalité. Et je me dis, tu l'as dit tout à l'heure, lorsqu'il était là, il était dans la solitude. D'accord? Il est reparti là-bas, il a retrouvé, en fait, un univers, en fait, déjà, il y a la sécurité, mais aussi il y a la cohésion sociale. Des personnes sur qui il pouvait compter. Il a rencontré aussi Nilan. D'accord? Est-ce que la modernité, ça ne veut pas dire aujourd'hui que dans la modernité, par exemple, on est plus dans le chacun pour soi? Est-ce qu'on essaie au fait d'aller à la rencontre des autres, etc. Donc du coup, je me dis peut-être qu'on ne va pas forcément aller vers un changement total, mais il y a des choses de la tradition du passé au fait qu'on doit s'accaparer, qu'on ne doit pas lâcher au fait, parce que c'est ça qui fait notre identité. C'est comme ça que je vois les choses. Je voulais juste dire par rapport à ce que vous dites, ces mutations vont exister. Ces glissements vont exister. Mais il y a un regain d'intérêt dans les familles africaines. Vous allez voir, dans les familles bourgeoises, vous allez à Almadi. Vous trouvez quoi? Vous trouvez les paillotes dans la maison où les gens vont se reposer, les cases. Regardez bien dans l'architecture. Moi, je m'intéresse aussi à l'architecture. Regardez l'aménagement des maisons, etc. En Casamance, vous trouverez toujours un puits et un robinet.
Je ne connais pas le milieu sérère, mais vous trouverez toujours un puits et un truc. Après, maintenant, au Sénégal, on essaye de faire des forages pour l'agriculture, etc., etc. Ça, c'est très important parce que dans le Sahel, on manque d'eau, etc. Voilà. Et puis que les puits sont beaucoup plus profonds maintenant. On a un problème de matériel, d'accessibilité. Alors, ça nous invite effectivement à repenser les mobilités, les routes. L'Africain ne fait pas de prospective. Il faut qu'on construise des routes pour désenclaver. En ce moment, on parle du désenclavement de la Casamance. Mais pas seulement la Casamance, il y a certains villages qui sont très enclavés. Voilà, il faut que l'accessibilité se fasse. Et puis, il y a un grand professeur ivoirien qui a parlé effectivement de la modernité dans la tradition. Les deux doivent vivre ensemble et c'est possible. Il parlait de l'entre-deux, mais nous, on a la double culture. Mais on est tranquille et apaisé. On est tranquille et apaisé. Voilà, hein, on peut lutter avec tout le monde. C'est ça que je vous dis, quand je rencontre des universitaires, je suis tranquille. Il y a même des gens qui pensent que Anna se moque de moi parce que mon Wolof n'est pas terrible. Anna, hein, voilà. Mais bon, ça c'est Anna et moi. Elle se moque de moi, mais elle, j'ai découvert que son sérère n'était pas terrible. Donc, parce que je lui ai dit de poser des questions à Jean en sérère, elle a hésité. Hein. Je l'ai sauvé en lui disant, je poserai la question en français et Jean-Baptiste répondra en sérère. Hein. Donc, on a fait match nul aujourd'hui, Anna. C'est toi qui poses la question. Donne-moi ton téléphone, je te... Voilà. Merci beaucoup. Anna. Félicitations pour votre ouvrage. L'entre-deux, je pense que... Pourquoi je suis venue? Parce qu'il y a Fatou Diop